Monique Pinson-Charlot, bonjour. Bonjour. Je suis très content de te recevoir pour la suite du premier entretien qu'on avait fait il y a 6 mois du coup, que nous avions enregistré en début d'année, peu avant le vote sur la réforme des retraites et dans lequel nous étions revenus sur un certain nombre de choses, sur le travail que tu avais entrepris avec Michel, ton mari, sur la bourgeoisie et les classes dominantes. Dans cet épisode, nous étions également revenus sur un certain nombre d'enjeux cruciaux tels que la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, je te reçois pour ton nouvel ouvrage, Le méprisant de la République, publié chez Textuel, dans lequel tu analyses l'omnipotence du mépris de classe sous la présidence d'Emmanuel Macron et qu'on a pu également constater durant les manifestations contre la réforme des retraites. C'est un ouvrage où tu abordes également l'opposition entre deux visions de la société, qu'on l'on questionnera notamment dans cet épisode. Mais avant d'en venir à cette opposition et d'entrer au cœur de l'ouvrage, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de celui-ci et nous faire part des observations que tu as pu faire lors de ces mobilisations contre la réforme des retraites? C'est-à-dire que j'ai commencé à suivre la première manifestation. J'étais à Mende, en Lozère, au mois de janvier. Et ce qui s'est passé, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi jusqu'à l'âge de 18 ans, que je connais bien, où je connais beaucoup de monde. Et ce qui m'a frappé, c'est le nombre de personnes et la détermination. C'était du jamais vu dans cette petite ville. Il y avait 3 500 personnes, il y avait des femmes et des enfants. C'était imprévisible. Et du coup, voilà, j'ai pris des notes, j'ai été attentive, j'ai posé des petites questions, j'ai été attentive aux petits slogans, mais il y en avait pas beaucoup. C'était la première manifestation. Tout s'est très très bien passé. Et à la fin, donc, il y avait l'unité qui s'est manifestée, l'unité syndicale, qui s'est manifestée de façon drôle. Ils avaient mis toutes leurs caisses et les drapeaux dans le même camion qui était en tête de manifestation. Voilà. Et puis à la fin, ils se sont tous, les dirigeants syndicaux de ce petit département, la Lozère, se sont réunis, sont montés sur les escaliers de la cathédrale. Et puis là, tout d'un coup, la tourmente de l'hiver s'est levée et les drapeaux de la CGT se sont enlacés avec ceux de la CFDT, du FNSU, enfin tous les syndicats. Et ça, c'était trop beau. C'était une allégorie que j'ai trouvé extrêmement positif dans ce qui était ce qu'on pouvait interpréter derrière des petites anecdotes comme celle-ci. C'est la première fois en plus que la CFDT d'ailleurs était impliquée autant sur ce type de Ah sujet. bien sûr, bien sûr. Ce que tu évoques aussi dans l'ouvrage. Et donc dès le début, tu as eu l'idée de faire ce journal de bord. De toute façon, je fais toujours un journal de bord depuis que qu'on travaille Michel et moi sur cette classe sociale. Je tiens un journal quotidien absolument tous les jours. Et puis, dans les manifestations, je suis toujours en train de noter. On le voit dans le film de Basile Carré-Agostini, À demain mon amour. Michel, lui, il rêve, il regarde, voilà. Et puis Monique, elle note toujours tout. Et du coup, non, j'avais aucune intention, franchement aucune. Et donc, voilà, je te laisse poser les questions suivantes. Par rapport, parce que ton ouvrage est découpé en plusieurs parties où vraiment c'est un fil conducteur où tu suis vraiment l'avancée de cette réforme, ce vote des réformes de la réforme des retraites, ce dont on avait un peu parlé aussi dans le premier entretien. Au début de l'ouvrage, tu évoques notamment la commission trilatérale. C'est une commission qui, dès le départ, en 1975, craint les mouvements populaires et les protestations. On a pu le voir, les mobilisations contre la réforme des retraites ont été très importantes. S'en est suivi après des émeutes, peut-être qu'on y reviendra après. Donc le pays est sous tension. De quoi elle est constituée, cette commission trilatérale, et surtout quelle est cette finalité et comment se constitue-t-elle et agit-elle? Elle est créée d'abord en 1973, après la création de Bilderberg en 1954 par les mêmes milliardaires américains, notamment David Rockefeller, qui en est la figure de proue et dont toute la famille a constitué sa richesse à partir du pétrole. Et voilà, et c'est la mécanique du fonctionnement de la classe dominante telle qu'on a pu la décrire en France, qui se reproduit à l'échelle de la planète, où donc les riches, les milliardaires américains, c'est vrai, ont été très avant-gardistes de ce point de vue, créent des associations, des cercles qui fonctionnent entièrement sur la base de la cooptation.
Et il se trouve qu'ils ont coopté un sociologue qui s'appelle Michel Crozier pour la trilatérale, et que ce sociologue, nous l'avons connu, et notamment il nous avait invités à venir présenter notre ouvrage dans les beaux quartiers, dans son laboratoire. Et honnêtement, il avait été, je dirais, assez plus que critique, hein, un peu agressif par rapport à notre travail. Et donc, quand je me suis aperçue que je le retrouve comme co-rédacteur de l'introduction de la trilatérale, donc la trilatérale, alors qui regroupe les hauts dirigeants des pays occidentaux, mais de 3 pour la trilatérale, les États-Unis, l'Europe et le Japon. Et qui donc c'est une instance de réflexion et de prévision, c'est-à-dire il faut prendre les devants pour toujours être capable de tuer la critique sociale dans l'œuf, avant même que ça prenne trop d'importance. Et donc là, ils comprennent dès 1973 que le dérèglement climatique est parti, qu'on va vers un système capitaliste néolibéral qui ne pourra plus composer avec la démocratie telle qu'elle a pu exister depuis 1945 avec la création de l'État-providence. Et donc c'était intéressant de voir que c'était possible qu'ils disent que la démocratie n'était plus compatible avec le développement du capitalisme tel qu'ils le prévoyaient dans leur trajectoire à eux d'hommes d'affaires et de capitalistes de haut vol, si je puis dire. Et du coup, et qu'il y avait, ça allait entraîner de toute façon des manifestations populaires d'une telle ampleur qu'il valait mieux en amont freiner tant qu'on pouvait un peu la démocratie. C'est un peu le début du libéralisme autoritaire qu'on connaît aujourd'hui, en fait. On peut dire ça. En fait, ce qui est intriguant, c'est vraiment que ça arrive dans la période qu'on avait analysée justement dans le premier entretien, où vraiment il y a un tournant à ce moment-là dans les années 70, où on a l'impression que ces sphères d'influence, elles se développent de façon massive et en parallèle avec, en congruence même avec l'arrivée de Reagan, Margaret Thatcher. Exactement. Dans cet ouvrage, donc tu parles des différentes visions qui s'opposent dans la société, entre les classes dominantes et puis la vision de celles qui se sont mobilisées. Et on voit que cette vision, elle est large durant ces manifestations. Et il y a une phrase que j'avais beaucoup aimée, on en a parlé juste avant. Tu cites Ambroise Croizat, donc un figure importante, notamment pour la sécurité sociale. Nous ferons de la retraite en plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Tu reprends ces mots pour nous montrer que c'est bel et bien contre une certaine vision de la société que les gouvernements successifs, donc ceux de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et d'Emmanuel Macron, mènent ces politiques, à la fois sur la durée de la cotisation, mais aussi sur l'âge de départ à la retraite, la réforme du Code du travail, etc. Quelle était la vision d'Ambroise Croizat par rapport à la société et quel est le fond de la vision du président Macron et de ses différents gouvernements? Et assistons réellement à ce qu'on peut appeler une contre-offensive de leur part vis-à-vis de cette vision-là, ou bien plutôt un choix de cohérence, si on peut dire, comme l'explique Olivier Véran. C'est-à-dire que c'est vraiment une contre-offensive, parce que se met en place avant la Seconde Guerre mondiale Milton Friedman, toute cette école, l'école de Chicago, toute cette école qui dit que l'histoire c'est fini et que maintenant c'est le... Fukuyama aussi. Voilà, Fukuyama, exactement. Et puis il y a la Seconde Guerre mondiale et la résistance, tout ce qui se passe. Et au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance qui a tous les pouvoirs, parce que vraiment, il faut savoir aussi que la bourgeoisie française a beaucoup collaboré avec l'ennemi. Donc, ils ne sont pas dans le Conseil national de la résistance.
Et du coup, ils sont un peu éjectés, quoi. Ils sont à côté. Et pas contents du tout, évidemment. Et le Conseil national de la résistance, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire, avec beaucoup de députés communistes. Donc Ambroise Croizat est un ministre communiste du travail et de la sécurité sociale. Je pense que c'est ça à peu près l'appellation. Et donc il fait ce travail incroyable en essayant de regrouper toutes les mutualités ouvrières de santé, de sécurité sociale qui étaient dispersées pour en faire une sécurité sociale nationale et de solidarité absolue. Ce qu'analyse très bien Nicolas da Silva dans son bouquin La bataille de la Sécu, notamment. Voilà, exactement. Ce qui est très bien aussi montré dans le film de Gilles Perret, La Sociale, c'est-à-dire que on va pouvoir se faire soigner, être remboursé dans une solidarité des bien portants avec les malades qui sera sans faille. Et c'est donc totalement en contradiction, évidemment, totale, si je puis dire, avec les projets au contraire, de financiariser toujours plus les services publics, les communs. Ambroise Croizat, il est vraiment dans une perspective communiste, une perspective, ce qu'on pourrait dire, d'une société partagée, d'une société solidaire, d'une société humaine. Et pas simplement du fait que nous, individuellement, on épargne pour pouvoir, derrière, s'assurer notre retraite. Voilà, exactement. Un collectif, une enveloppe d'argent qui sera inaccessible aux prédateurs. On assiste à ça parce qu'en fait, il y a... Ce qui est intéressant, c'est que leur vision, elle est pas claire là-dessus. Et d'ailleurs, dans la première monture de la réforme des retraites, celle qui avait été faite celle que Macron souhaitait en 2019, il me semble, peu avant le coronavirus, parce qu'il me semble que le projet... En fait, en quoi justement ce projet-là, le projet de cette année, est beaucoup plus dur ou moins dur que le projet précédent? C'est-à-dire qu'il porte sur l'allongement de la durée du travail, à un moment où justement, avec le dérèglement climatique, après le Covid-19 qui a quand même touché à la santé collectivement des Français et des habitants de la planète, puisque ça a été une zoonose à l'échelle de la planète, si tu veux, la réforme des retraites est devenue d'emblée, à la différence de 2018 ou 2019, est devenue d'emblée un enjeu existentiel. Ça n'a pas été un enjeu technocratique, un enjeu administratif. D'emblée, ça a été un enjeu existentiel. Et c'est parce que c'était finalement une amputation de plus de l'avenir des travailleurs. Les ouvriers ont quand même une espérance de vie de 6 ans de moins que ceux des cadres. Ils ont des conditions de travail qui sont très dures sur le plan physique. Et ces conditions de travail ne font que s'aggraver avec le dérèglement climatique. Je pense notamment aux travailleurs du bâtiment. Enfin, voilà, même les éboueurs qui se sont beaucoup mobilisés. Tu as raison, parfaitement. C'est un très bon exemple. Et donc, cette réforme des retraites... grâce si ce que je dis est vrai, que ça n'a pas été un problème technocratique, un problème bureaucratique, mais bien un enjeu existentiel, comme tu l'as rappelé en citant cette phrase d'Ambroise Croizat, la mort ne doit pas être, la retraite ne doit pas être l'antichambre de la mort, mais le début d'une nouvelle vie faite de liberté. On va pouvoir continuer à travailler, on va pouvoir faire du bénévolat, on va pouvoir s'occuper de retaper la maison, aider les enfants et les petits-enfants. C'est pas la paresse qui est là, c'est je veux être maître et maîtresse de ma vie, quelques mois, quelques années. Et voilà. Et cela, on veut l'enlever aujourd'hui. L'oligarchie sous la houlette d'Emmanuel Macron prétend enlever cela aux travailleurs. Surtout, ce qui est fou, c'est que
Enfin, j'y ai pensé juste avant, après notre entretien, puisque c'était vraiment le tout début du vote au niveau de la réforme des retraites, à son intervention qui est beaucoup revenue, où il disait il ne faut pas faire cette mesure d'âge. Il en a conscience en plus de l'impact que ça a. Et c'est comme pour l'héritage, où il sait très bien qu'il avait dit économiquement, socialement, c'est juste, mais ça passe pas dans l'opinion publique. Donc il y a un peu une hypocrisie de sa part aussi. Et ce que tu montres d'ailleurs dans l'ouvrage, vraiment, où il y a vraiment ce décalage, l'impression que c'est lui-même qui se met des œillères, quoi. Non, là, j'adhérerai pas à ton commentaire un peu psychologique, parce qu'en réalité, derrière, il y a l'instrumentalisation des sciences humaines et sociales à travers les manipulations qui sont parfaitement maîtrisées, conscientes. Je veux dire, un président de la République ne peut pas souffler le chaud et le froid comme ça, sans être absolument maître de son vocabulaire et des petites phrases dédaigneuses et méprisantes. Non, ça fait vraiment partie de l'assujettissement, d'écraser les membres des classes populaires et des classes moyennes, les rendre impuissantes à la contestation. Voilà, c'est ça qui est en vue. Mais quelquefois, quand on écrase trop, eh ben on sème aussi le ferment de la colère. C'est ce qui s'est passé aussi là. C'est intéressant que tu évoques ça. Et justement, c'est un truc qui revient dans ton ouvrage. Est-ce que c'est aussi sur quoi tu as travaillé avec ton mari par rapport à la violence symbolique? On en a, il me semble, un peu parlé lors du premier entretien. En quoi, justement, cette arrogance-là constitue une position de classe? Cette arrogance est articulée avec tous les processus de déshumanisation qui sont à l'œuvre dans la phase néolibérale du système capitaliste, dans cette phase radicalisée du système capitaliste, qui s'explique très bien par le chaos climatique qui est là, qui est maintenant bien là. Tout le monde sait que c'est bien l'habitabilité de la planète qui est menacée avec une seule cause, c'est le système capitaliste, la gourmandise sans fin des actionnaires qui veulent toujours plus de dividendes, un monde d'inégalité abyssale. Et au final, et chaque fois je reviens sur cette phrase de Warren Buffett, le milliardaire américain, en 2005, nous sommes bien dans une guerre que nous, les riches, nous menons contre les pauvres, et c'est nous qui sommes en train de la gagner. Voilà. Et depuis qu'on a entendu cette phrase avec Michel, dès le livre suivant, Le Président des riches, on a adopté cette hypothèse, puisque c'était lui qui l'avait dit. Nous, on aurait employé le terme de guerre de classe. Troisième, quatrième fortune mondiale. Voilà. Ah oui, on a vraiment... voilà. Et ça fonctionne très bien. Depuis, tous les feux sont au vert pour que cette hypothèse de travail soit malheureusement, bien entendu, malheureusement vérifiée chaque jour davantage. Surtout qu'il y a une accélération, même, on l'a vu peu à peu, le confinement, les marchés financiers se sont emballés, il y a eu, et puis on en avait parlé aussi, du fait qu'avec l'argent gratuit, il y a énormément d'enrichissement, d'accumulation de richesses qui se sont faites et produites. Oui, et puis tous les chiffres sont là, hein. Tous les chiffres sont là. Depuis le Covid, les dividendes ont encore explosé, les richesses ont explosé. Et donc, franchement, donc pour s'en sortir, pour revenir, si tu veux, là, le petit livre, il essaye vraiment de casser sans le dire, mais en le démontrant, disons, avec la langue scientifique, articulée, bien sûr, avec aussi des dispositifs un peu émotionnels pour bien faire comprendre les choses, un peu de poésie, un peu de vie, quoi. Beaucoup de chants aussi que tu reprends aussi. Ouais, ouais. Et donc, ça n'est pas une caractéristique de la personnalité d'Emmanuel Macron qui serait un type arrogant, hein, quelqu'un de méprisant. Non, ça s'inscrit vraiment dans une violence de classe aux multiples dimensions. Et la dimension symbolique, avec le mépris, avec l'arrogance, avec le dédain, se développe au fur et à mesure que le capitalisme se radicalise. Voilà.
on parlait des marchés financiers, de cette accumulation de richesses, et ça me semblait important, puisque tu en parles aussi dans l'ouvrage, de te poser cette question par rapport au mécontentement qu'il y a eu de la part des marchés financiers, notamment de l'agence notation Fitch. De quoi cela témoigne vis-à-vis de cette réforme des retraites et de manière générale vis-à-vis de la situation actuelle? Alors d'abord, ce qu'il faut bien dire, c'est que ces agences de notation font partie de l'oligarchie mondialisée. Hein, par exemple, l'agence de notation que tu viens de citer, Fitch, était jusqu'en 2014 la propriété du milliardaire français Marc Ladrede de la Charrière. Fimalac et tout. Voilà, Fimalac. Donc c'est ça qui est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle les autocertifications dans l'entre-soi oligarchique. C'est-à-dire que ce sont des membres de la classe oligarchique qui sont chargés par leurs confrères. Enfin, tout ça se passe dans les cercles dont, justement, on a parlé au début de l'entretien de la Trilatérale et Bilderberg. Il faut vraiment que le quidam ordinaire qui nous écoute s'imagine bien qu'au-dessus de nos têtes, il y a une espèce de nasse de social institué, c'est-à-dire d'institutions, de cercles, d'associations, de stratégies de lobbying, enfin, etc., tellement dense que ils sont toujours entre eux à s'évaluer et à se défendre. C'est-à-dire autocertification. Ce sont des gens de l'oligarchie qui viennent analyser les comptes des États et qui produisent un certificat avec des notes comme des enfants. Enfin, c'est un processus moins. Attention, perspective positive. Attention, maintenant, aujourd'hui, perspective négative. Peut mieux faire. Peut mieux faire, voilà, c'est ça. Processus d'infantilisation qui fait partie du dispositif du mépris. On ne le dit jamais assez, c'est très important. Comme la main invisible du marché. Enfin, on est tout près de la Vierge Marie qui n'a jamais touché Joseph pour concevoir Jésus. Avec le fameux exemple de tout le temps du boulanger et tout. Enfin, ça... Voilà. Ils sortent tout le temps la même chose. Voilà. Et donc, par exemple, c'est pareil. Quand, après la crise financière de 2008, a été créé le GAFI, une instance de contrôle des banques, et ce sont les banques elles-mêmes qui ont été chargées de suivre les turpitudes des banques. Donc voilà, le serpent se mord tout le temps la queue. Et c'est très fort. Et ça, c'est une mécanique qui est appliquée dans le cadre du dérèglement climatique aujourd'hui, où c'est systématiquement les gens qui font les dégâts qui sont au contrôle des produits, par exemple des pesticides qui foutent dans les champs. Enfin, voilà. On l'avait évoqué même au premier entretien, mais aussi par la suite avec Edouard Morena, McKinsey ou même BlackRock s'impliquent vraiment dans ces sujets-là, que ce soit pour créer des produits financiers. Et au final, eux-mêmes, ils ont une certaine vision de l'écologie où pour eux, c'est un accaparement avec les crédits carbone. Et il y a... Oui, il faut vraiment qu'ils soient au cœur du chaos climatique. Et il faut absolument qu'ils sont mobilisés pour toujours tuer la critique sociale dans l'œuf, pour empêcher la critique sociale d'être sur le dessus. Donc toujours être là, hyper mobilisés. Et leur mode d'organisation est tellement fort, tellement mis au point depuis des décennies que nous, là, justement, on a été contents que l'union syndicale et l'union politique se soient faites. Et ça a été quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever. C'est-à-dire que quand on dit on a perdu, c'est pas vrai. On a gagné. Ce qui s'est passé, personne ne pourra nous le voler. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté la proposition de Marianne Théry, directrice des éditions textuelles, de transformer mon petit texte de notes prises comme ça dans le vif des manifestations, dans l'émotion et tout ça, et d'essayer d'en faire un petit livre qui devrait, donc elle me le propose au début du mois de mai,
Du coup, c'est impossible que ça sorte pour le mois de septembre, puisqu'il il y a des procédures, voilà. Mais là, ça a été décidé que les procédures, passage par les commerciaux, pour les libraires, enfin, etc., on passerait au-dessus, parce que vraiment, pour moi, c'était très important que ce petit livre sorte alors que les gens ont passé des vacances après cette espèce de tsunami qu'on a vécu, et qu'ils retrouvent, que je leur donne en partage ce qu'on a vécu ensemble, auquel ils ont contribué, puisque j'ai repris les slogans, les mots d'ordre, comme par exemple, en tête de chapitre, même quelquefois, le mécréant est passé par là. Le mécréant est passé par là, il chose du 49.3. Alors ça, je l'ai vu à Romans-sur-Isère. Romans-sur-Isère, c'est la capitale de la chaussure en France. J'ai trouvé ça tellement drôle. Ou bien la rue, on ne la traverse pas, on l'occupe. Enfin, voilà, pour faire référence à une autre petite phrase de Macron. Parce que c'est quand même suffisamment rare pour qu'on se pose sur ce que je vais dire. J'ai essayé de mettre en œuvre toutes nos recherches que nous avons faites, Michel et moi, sur cette oligarchie, à propos d'une réforme à laquelle tout le monde a participé. Enfin, toutes les forces de gauche ont participé. Une lutte qui a concerné la majorité de la population active française. Là-dessus, Macron était vraiment en difficulté. Ce qui n'était pas le cas de la précédente. Ce qui n'était pas le cas de la précédente. Et donc, un écho, une participation, une détermination, mais qui était forte, parce que quelquefois, personnellement, c'est vrai que j'ai eu peur. Et il y avait quand même des violences policières. Mais vraiment, on restait. Quelquefois, on se prenait main dans la main en se disant, il ne faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Et pour moi, j'étais contente de vivre ça dans ma chair, hein, d'une certaine façon. Et donc là, ce livre est petit, il fait 80 pages, il est parfaitement lisible, puisqu'il mêle des expressions, une écriture chiffrée avec des dispositifs émotionnels, tout le temps des respirations pour qu'on comprenne vraiment bien cette articulation entre une pensée scientifique issue de grosses enquêtes et de décennies de recherche à juste un moment qui a été largement partagé. Voilà, c'est ça l'enjeu de ce livre, d'arriver à ce que tout le monde puisse le lire et se dire, alors c'est super, parce que moi, avec ça, maintenant j'ai compris, je vais maintenant pouvoir m'intéresser plus à l'actualité, parce qu'avec ce petit livre, j'espère, en tout cas c'était mon projet, la personne pourra se dire, j'aurai désormais des manières d'analyser, des pistes de travail. Surtout que là, certes c'est les vacances, mais le train des réformes, il va reprendre à partir de la rentrée avec la loi sur le RSA, enfin tout le plan par rapport à France Travail, ils ont commencé les discussions un peu avant les vacances. Et c'est des projets qui modifient de grande ampleur, qui vont avoir un impact significatif d'un point de vue social. Et par exemple, sur la question du RSA, moi, à titre personnel, j'ai peur qu'il y ait moins de mobilisation, parce que c'est très partagé dans la société, où beaucoup vont dire « Ah, bah non, c'est normal que la personne travaille, alors que c'est des personnes déjà plus en souffrance, que 500 euros, on ne vit pas avec 500 euros. » Oui, et puis il faut aussi rappeler qu'il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes qui ne touchent pas le RSA parce qu'ils n'en font pas la demande alors qu'ils y ont droit. Et puis que c'est tout à fait normal dans une société qui ait des solidarités fortes avec les plus démunis. Voilà, donc le RSA, tous les minima sociaux, mais c'est pas de la charité, je veux dire, c'est de la solidarité purement et simplement. On ne peut pas laisser les fraudeurs fiscaux, on ne peut pas laisser les actionnaires exiger toujours plus de rendement dans leurs investissements financiers.
Voilà, donc c'est... Non, je pense qu'il peut y avoir... Alors, c'est-à-dire que ce qu'ils sont en train d'opérer, c'est la division des classes populaires à partir de la fraude sociale, du On allait y RSA. venir en plus. Voilà. L'immigration, tout ça. Alors ça, c'est parfait, c'est du pain béni. Mais justement, il faut ce petit livre, j'espère, y contribuera, et avec beaucoup d'autres. Bien, ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Voilà, toujours. Tu as envie d'en vouloir au type du dessus qui truande le Pôle emploi. Non, tout de suite, tu te dis ne te trompe pas de colère et méfie-toi des milliardaires. Et tu lèves la tête et tu penses à Bernard Arnault, tu penses à la famille Hermès, tu penses au palmarès de challenge des 500 plus grandes fortunes de France. Partout. Non, pas les plus grandes fortunes, on les voit. Parce que toi, tu habites le 16e, c'est ça? Non, mais c'est plus ce que tu évoques dans le livre, avec à chaque fois, dans la rue, quand on se promène, il y a tout le temps ces magazines où on est mis en... Ils sont mis en avant, quoi. Ah oui, ils sont mis en avant, ils sont glorifiés. Glorifiés. Presque comme des dieux. Oui, c'est ça. Ouais. De nouveaux best-of, enfin bon. Tu parles justement de ce qu'ils ont voulu faire après la réforme des retraites. Ils ont posé comme débat, on va cette fois-ci lutter contre la fraude fiscale. Et finalement, en réalité, ils ont mis plus l'accent sur la fraude sociale, comme toujours. Dans l'ouvrage, tu parles notamment du verrou de Bercy. Et je trouvais que c'était important qu'on l'évoque aujourd'hui parce que moi, je l'avais entendu il y a 5 ans. Depuis, on n'en entend plus parler. C'est un terme dont on a entendu beaucoup parler, notamment, je crois, pendant le quinquennat de François Hollande. Quel est ce verrou et en quoi c'est une priorité de le faire sauter, justement? Alors, c'est une priorité absolue parce que le verrou de Bercy est une dérogation au droit commun. C'est-à-dire que le verrou de Bercy a été créé pour que seul le ministre du Budget ait la possibilité de décider quels sont les fraudeurs qui seront renvoyés au pénal pour un procès, un vrai procès, et ceux qui pourront négocier avec les autorités dans le paquebot de Bercy, qui pourront négocier des amendes, qui pourront négocier des arrangements, le droit à l'erreur. Et il n'y a que le ministre du Budget. Alors, tu peux comprendre que quand le ministre du Budget s'appelle Jérôme Cahuzac, sous François Hollande, ça fait un peu bizarre, parce que tout le monde savait qu'il avait un compte en Suisse. Qu'il avait un compte en Suisse avec beaucoup d'argent. Ouais. Et alors, bien entendu, il n'allait pas lui-même se dénoncer pour dire il faut un procès. Donc, donc, ce verrou de Bercy, il est absolument capital pour l'oligarchie qui gouverne aujourd'hui la France. Et je le préciserai peut-être pourquoi j'emploie bien le terme d'oligarchie qu'on emploie en général pour parler des Russes, mais jamais pour parler des Français. Donc je trouve que c'est intéressant de donner bien la définition, peut-être en fin d'entretien, de l'oligarchie. Mais là, je reste toujours sur mon verrou de Bercy. Ce verrou de Bercy a été évidemment dénoncé par tous ceux très nombreux, que ce soit les frères Bocquet, que ce soit Alexis Spire, que ce soit les Pinson-Charlot, que ce soit les juges Van Runebeck, enfin j'en passe, et je voudrais oublier personne, Eva Joly, on est tellement nombreux, à demander la suppression du verrou de Bercy. Et ce qui n'est toujours... ils brandissent chaque fois, ils font des campagnes, oui, je me souviens Darmanin au Sénat, voilà, on a supprimé le verrou de Bercy. Non, ils font des petits aménagements à la marge, et puis ils font cocorico. Le verrou de Bercy existe toujours, et il est très important, puisque la fraude fiscale, des plus riches représente beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire, c'est au moins 100 milliards pour ce qui est aujourd'hui acté. Mais le jour où, précisément, j'étais allée voir Jérôme Cahuzac à l'Assemblée nationale pour qu'il m'explique où étaient passées des niches fiscales que je ne retrouvais plus sous la présidence de Nicolas Sarkozy lors de la parution d'une nouvelle édition du Président des riches. Et là, qui m'explique que les niches fiscales, en effet, celles qui sont comptabilisées comme niches fiscales,
comment on appelle ça, la liste a changé et on en a mis un certain nombre qu'on a basculé sur une autre ligne comptable qui s'appelle les modalités particulières de calcul de l'impôt, MPCI. Et c'est tout, mais ça, au MPCI, on n'y a pas accès, nous. Donc il a fallu qu'on m'explique cette forfaiture. Hein, voilà. Donc la fraude des plus riches est importante. Il y a eu beaucoup de documentation par les journaux avec les LuxLeaks, les HSBC Leaks. Enfin, ça a été un travail... Ces dernières années, il n'y a eu que ça. Voilà. Et parce que c'est vraiment un vrai problème qui explique que du coup les services publics sont à la peine, qu'il y a trop de gens dans le monde même qui meurent de faim, qui souffrent de la faim, qui souffrent de stress hydrique aujourd'hui, et dans les pays occidentaux les plus riches, trop de gens qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, voilà. Alors aide-moi à savoir où j'allais, à faire ma petite chute, parce que j'ai perdu. Justement, moi, il y a plein de questions qui me viennent, et après, je souhaiterais vraiment qu'on en vienne à ta définition, notamment de l'oligarchie, Oui. parce qu'il y a Bruno Le Maire, pendant la guerre en Ukraine, qui disait « on va geler les comptes des oligarques russes », et c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé lors du premier entretien, mais alors que nous, on a une oligarchie. Qu'est-ce qu'est une oligarchie et en quoi, quelle est leur influence aujourd'hui par rapport à tout ça, puisque c'est tout ce qu'on évoque depuis le début, mais du coup c'est vrai qu'on a oublié de... Oui, je pense que c'est important de bien définir les mots, parce que dans l'après-guerre, le système capitaliste, la classe dominante, les détenteurs des titres de propriété qui leur permettent d'exploiter les différentes formes du vivant, que sont les êtres humains avec les travailleurs, que sont les animaux et les végétaux avec la nature et la biodiversité, c'est légal. Je veux dire, c'est le système capitaliste qui permet à ces titres de propriété d'exploiter les différentes formes du vivant. Donc c'était une classe qui était beaucoup plus hétérogène, beaucoup moins mobilisée, beaucoup plus... je ne sais pas trop comment dire. En tout cas, on n'employait pas ce terme d'oligarchie. Tandis que là, on peut l'employer parce qu'aujourd'hui, notamment avec Macron, mais c'était le cas aussi avec Sarkozy, Hollande, hein, mais disons que chaque fois ça se resserre de plus en plus. Une oligarchie, c'est lorsque ce sont les membres d'une même classe sociale, la classe dominante, les détenteurs des titres de propriété, avec tous les chiens de garde qui assurent la sécurité et les médias et le rendement, voilà. Les journalistes, les lobbyistes, les économistes, des sociologues dans certains cas. Cette petite oligarchie occupe tous les sommets, tous les pôles dominants de tous les secteurs de l'activité économique et sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui doit échapper à cette oligarchie. Que ce soit aujourd'hui des domaines comme la santé, l'enseignement, la recherche, tout doit être au service d'une petite oligarchie qui contrôle véritablement tout ce que Bourdieu appelait des champs, hein, le champ financier, le champ universitaire, le champ évidemment de la santé, des médias, des champs qui avaient tout de même une espèce d'autonomie. Hein. Aujourd'hui, cette autonomie est largement balayée par des formes de prédation, de domination extrêmement puissantes à la tête de tous ces secteurs de l'activité économique et sociale. Surtout qu'ils rachètent les uns après les autres les médias, ce qui nous permet aujourd'hui de... S'il n'y avait pas Internet, aujourd'hui, les personnes auraient eu beaucoup plus de mal à y voir clair aussi sur certaines choses, sur certains sujets. Moi, je sais qu'à titre personnel, je suis très content de voir émerger aussi plein d'espaces où les gens peuvent... On l'a vu pendant les Gilets jaunes, notamment, où s'il n'y avait pas eu ces espaces-là, des personnes auraient peut-être eu plus de mal à se réunir. Parce que c'est l'un des paradoxes d'Internet, c'est qu'à la fois ça enferme, mais en même temps ça peut ouvrir de nouvelles possibilités.
Justement, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à la mobilisation par rapport à la mobilisation contre la réforme des retraites de Macron, et par rapport aussi aux émeutes, à l'assassinat de Naël, et par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, quel est ton regard aujourd'hui sur tout ce qui s'est passé? Es-tu optimiste par rapport à à la situation? Vois-tu des signes encourageants? Moi, quand j'ai lu ton ouvrage, justement, j'ai vu que tu avais aussi cette forme. Tu penses qu'il y a vraiment un. Enfin, moi, tu pourras me dire le contraire, mais Mm. quand il est lu, qu'il y avait quand même des choses qui étaient assez encourageantes pour la suite et Mm. que tout n'est pas perdu, en fait. Ben, c'est-à-dire que il faut savoir que le 1er mai, quand on a manifesté ensemble, c'était la première fois depuis 9 ans que tous les syndicats manifestaient ensemble. Ben, je sais pas, c'était vraiment quelque chose de fort. C'était pas Et rien. ça, je pense que ça peut être irréversible. Je pense que ça peut être irréversible parce que, au fond, je l'ai vécu. Alors, bien entendu, j'ai des lunettes intéressées, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais j'ai vraiment eu l'impression que pour la première fois, il se passait dans les classes populaires à travers leurs institutions à eux, que sont les syndicats et les partis politiques, et puis bien entendu les habitus de tous les manifestants qui appartiennent aux catégories populaires et moyennes, et voire plus supérieures dans certains cas, eh bien, au fond, ils commençaient à fonctionner comme dans la grande bourgeoisie. C'est-à-dire que on n'était pas toujours d'accord au poil près sur telle ou telle prise de position, mais ça fait rien. Les syndicats se retrouvaient après chaque manifestation et nous annonçaient la suivante. C'est-à-dire que j'ai senti que pour la première fois, on acceptait la différence dans le respect. Dans le respect pour se battre avec un seul et unique objectif, se battre contre une oligarchie qui mène la guerre une guerre de classe, d'une façon extrêmement violente, et à un moment où, précisément, se rencontre le chaos social mené par cette petite oligarchie, avec toutes les prédations qui ont été faites, et qui rejoint le chaos climatique dans la même pièce de monnaie, avec deux faces qui relèvent de la même pièce de monnaie. C'est-à-dire que je pense que s'il y a cette connexion que je fais, que je revendique de faire, et me paraît très importante pour qu'il y ait un réveil, un sursaut de solidarité, de compréhension, de bienveillance. Parce que de toute façon, nous, on est tellement nombreux. Jamais, comment il faut être un peu débilou pour se dire j'ai raison contre tous les autres, mon parti a raison contre tous les autres. On n'avancera jamais comme ça. Donc il faut qu'on arrive à travailler ensemble, on n'a pas le choix, dans le respect mutuel. C'est la démocratie, ça fonctionne toujours par Voilà. le dissensus aussi. Voilà. Et puis, l'ennemi, c'est cette oligarchie prédatrice, cette oligarchie qui est en train de mettre à mal l'habitabilité de la planète, le bien vivre. Comment on va faire? On ne va pas vivre qu'avec des virus, qu'avec des climatiseurs chez soi. C'est notre humanité qui est en train d'être mise à mal, d'être tuée, on peut dire. Et donc, à ce rendez-vous historique, nous devons être à la hauteur. Et franchement, je pense que ce qui s'est passé avec cette réforme des retraites, c'est justement d'avoir donné cet exemple incroyable d'une détermination dans la solidarité et l'intelligence. Et la bienveillance à l'égard on ne sera jamais tous d'accord, c'est pas possible. On n'a pas le même habitus. Je veux dire, les sociologues savent bien tout ça. On n'est pas construits de la même façon. Après, c'est des choses qui sont durables, c'est des dispositions qui sont ancrées au plus profond de notre être psychique, au plus profond de notre être social. Et donc, ça ne peut pas se changer comme ça du jour au lendemain. Donc, il n'y a que vraiment la solidarité et la création, justement, de toutes ces instances de coordination qui existent dans la grande bourgeoisie. Donc, comme on a dit au début à propos de Bilderberg et la trilatérale, qu'on doit pouvoir retrouver
au niveau de l'Europe à travers, et ça existe déjà, hein, multiplier ce social institué, comme l'appelait Bourdieu, pour coordonner la dynamique très forte de la volonté des masses, j'aime pas parler comme ça, mais des membres des classes moyennes et des classes populaires, de vaincre ce capitalisme qui nous fait courir tous à notre propre perte. On ne pouvait pas mieux terminer. Parce que vraiment, c'est un message d'espoir en vrai. Moi, je pense qu'il y a encore des possibilités et je l'espère aussi. Merci beaucoup, Monique. Merci à toi.